Pour l'épisode numéro 200 du podcast AGB, j'ai reçu mon plus fidèle collaborateur sur le podcast, mon ami Marc-Antoine Roussel, pour jaser d'anxiété de performance, autant pour les jeunes que pour les adultes. Mais avant de te laisser sur le podcast avec Marc-Antoine, je veux prendre le temps de remercier chaque personne qui écoute le podcast semaine après semaine depuis ses débuts en 2019. Déjà 200 épisodes. Fait que je veux vraiment prendre le temps de remercier chaque personne qui me donne des feedbacks, chaque personne qui écoute, qui partage l'épisode. C'est un projet que je tiens vraiment à cœur. Je fais ça dans mon bureau avec mon petit setup de lumière, avec ma webcam, mon petit mic à 80$, puis j'ai bien du fun à faire ça. Autant les podcasts solo, autant les podcasts avec des invités. Donc, un gros merci d'appuyer le podcast, puis d'être là chaque semaine, puis de me donner des feedbacks. C'est vraiment, vraiment apprécié. Donc, encore une fois, comme d'habitude, j'espère que tu vas apprécier la conversation que j'ai eue avec Marc-Antoine. C'est toujours très intéressant d'entendre Marc jaser. Alors, je te laisse sur l'épisode de cette semaine. Je te souhaite une bonne écoute. On décolle ça pour l'épisode numéro 200. Marc, je suis content de faire ça avec toi. Hey, moi aussi, c'est un beau nom. Ben oui, parce que on a fait un podcast ensemble là, peut-être 2-3 semaines, puis quand je suis arrivé pour faire les edits puis le montage final, ben le son était vraiment pas terrible. Puis sur le coup, ça me faisait chier un peu de dire tabarnache, on a enregistré un super bon podcast, puis il faut le refaire. Ouais. Mais là, ça donne qu'il y a une couple d'épisodes qui se sont enregistrés, puis ça donne qu'on fait l'épisode 200 ensemble, puis c'est quand même cool parce que ça fait genre 8-9 podcasts qu'on fait ensemble, certains. Là. Ouais, depuis au moins 2020. Facile. Exact. Depuis la pandémie, c'est ça. Puis je suis content, sérieux, de faire le podcast numéro 200 avec toi. C'est quand même moi aussi. représentatif, sachant que tu as un haut pourcentage d'épisodes dans ces 200-là. Ouais. Puis c'est tout dans le fun quand on fait des podcasts ensemble. Puis dans le fond, ce que j'ai pensé parler avec toi, Marc, aujourd'hui, c'est que tu es venu faire une conférence pour nos membres il y a à peu près un mois déjà, je pense. Ouais. Qui portait principalement sur le stress, pour comprendre le stress et l'anxiété. Puis tu as vraiment mis le doigt un petit peu plus sur l'anxiété de performance, qui est un sujet que c'est toi qui as dit ça, que de plus en plus, ça va être un sujet d'actualité. Parce que l'anxiété de performance, les jeunes vivent ça, ce qui n'était pas vraiment le cas dans les années 1800. Les parents, les gens qui sont sur le marché du travail, comme toi puis moi, qu'on a des enfants, qu'on a d'autres responsabilités, ben on vit ça fait un petit peu plus longtemps que les kids. Ouais. Mais fait que c'est ça qu'on va parler, justement. Fait que je veux pas que tu te présentes parce que là, allez écouter les épisodes avec Marc. Je veux qu'on rentre directement sur l'anxiété de performance. C'est quoi? Puis comment est-ce qu'on peut expliquer ça à un enfant de 5 ans, c'est quoi l'anxiété de performance? Parce que souvent, on va penser qu'on n'en fait pas, mais pourtant, quand on commence à poser des bonnes questions, on se rend compte que les personnes se mettent beaucoup de pression avec le sport, la job, le parenting aussi, qu'on veut être les meilleurs parents au monde, puis avec la comparaison sur les réseaux sociaux puis tout ça. Fait que beaucoup de monde vivent ça, mais on va prendre le temps de décrire c'est quoi l'anxiété de performance. Ouais. Tu sais, avant l'anxiété de performance, il y a l'anxiété point. Tu sais, c'est des choses que, depuis la pandémie, ça, on l'a vu vraiment de plus en plus. La pandémie a été difficile pour la plupart des gens. Il n'y a pas personne qui a été insensible à ça. Oui, il y a des gens qui ont eu des opportunités ou qui ont été moins affectés que d'autres. Mais la plupart du temps, en société, on a eu des changements dans notre vie, ne serait-ce que le télétravail, ne serait-ce que le changement de carrière, changement sportif. Tu sais, l'anxiété, c'est une anticipation négative de ce qui s'en vient. C'est comme le stress, mais dans le futur, ou par rapport à un élément du passé qui nous préoccupe actuellement. Puis le stress, ben, c'est comme une réaction physiologique, psychologique, comportementale à un danger qui est immédiat. Fait que moi, je pourrais être stressé là avec toi, en ce moment, de te parler, mais j'aurais pu être anxieux depuis une semaine en sachant que je vais te parler. Puis je peux être anxieux de ce qui s'en vient après le podcast si jamais notre son ne fonctionne pas. Donc,
je suis stressé là, en te parlant, mais je peux être anxieux de avant, je peux être anxieux de après. Puis l'anxiété, c'est... Tu sais, on entend souvent ça, que c'est la maladie qui s'en vient, tu sais, c'est ce qu'on va voir le plus sortir. Tu sais, au niveau des maladies courantes, on a beaucoup, tu sais, le cancer qu'on voit ces temps-ci, ben, tu sais, de plus en plus, les maladies cardio-respiratoires, mais au niveau de la santé mentale, on commence, là, on en parle, mais on n'en parle pas comme assez, à mon sens. Mais les troubles par rapport à la maladie mentale, on va en voir de plus en plus, puis l'anxiété, c'en est un qu'on voit de plus en plus chez les jeunes aussi, chez les parents, chez... Tout va vite, tout est de la comparaison, tout ce qu'on fait, c'est de l'accès facile, tout ce qu'on veut, c'est de la performance. Donc, oui, les gens sont anxieux, puis là, maintenant, les gens sont anxieux de performer selon des standards qui sont élevés. Puis, je ne sais pas si tu te rappelles, là, mais dans la conférence, je disais que le nouveau 60% à l'école, c'est 80%. Là. Les jeunes, s'ils ont en bas de 80, pour eux, là, c'est un échec. Il y a beaucoup de jeunes que si c'est pas 80, c'est un échec. 80, c'est beaucoup, là. Faut être dans les 20% des meilleurs pour être 80%. Mais maintenant, les gens veulent 80%, veulent faire de l'argent rapidement, veulent avoir des gains rapidement, il y a de la comparaison. Donc, on en voit énormément, là. Oui, puis il y a, on parlait des réseaux sociaux aussi, il y a la flex culture aussi, la culture du flex et non flexer un muscle. Ouais. Mais il y a un reportage qui est sorti, ben, il y a plusieurs documentaires qui ont sorti là-dessus, puis on voit beaucoup de gens mettre en lumière cette culture-là qui est tu flexes ton beau char, tu montres que tu as un penthouse ou que tu vas avoir une maison qui vaut des millions. Puis avant, c'était réservé aux acteurs, aux athlètes, aux gens qui font beaucoup de cash parce qu'ils signent des gros contrats avec des équipes de la NBA et tout ça. Puis là, c'est rendu que le monde va flexer ça. Puis souvent, ils n'ont pas les moyens. Parce que c'est peut-être juste du fame ou que c'est du fake it until you make it aussi qu'on voit souvent, qui est une autre culture. Puis là, on vient à se dire que c'est un standard qu'on doit atteindre. Comme je me lance en affaires, mais c'est sûr qu'il faut que mon entreprise fasse des millions parce que c'est ça que je dois atteindre. Puis après ça, il vient qu'à avoir cette pression-là que nous, on est beaucoup exposés. Puis nos jeunes ont accès aux réseaux sociaux. Ils voient ça aussi, eux. Fait que c'est capoté à quel point que la comparaison puis l'anxiété de performance, juste avec des cultures comme ça, même la culture je pourrais dire du culte physique, tu sais, le physique, le bodybuilding, le fitness qui prend de plus en plus de place, ben faut comprendre, faut les outiller là-dedans. Je vais prendre un exemple vraiment facile dans le sport, puis les parents qui ont des enfants qui font du sport vont trouver la comparaison assez facile. Tu regardes un joueur de hockey, admettons, Connor Bedard ou Macklin Celebrini ou Connor McDavid, Sidney Crosby, qui sont, à mon sens, des exceptions, des fois, là, en termes de talent, puis niveau d'habileté, puis en termes de capacité à progresser. Il y a beaucoup de joueurs qui sont très bons, mais ces joueurs-là, on s'entend qu'ils font comme partie d'une classe à part. Mais maintenant, les gens qui commencent à faire du sport ou les jeunes joueurs de hockey veulent ressembler à eux. Mais eux, c'est peut-être 1%, 0,5% de la réalité. Donc, le standard est tellement élevé, puis tout ce qui est en bas de ça va être un échec. Mais regarde, dans le Canadien de Montréal, il n'y a pas beaucoup de Connor Bedard, il n'y a pas beaucoup de Connor McDavid, il n'y a pas beaucoup de Sidney Crosby. Il y a Lane Hudson qui peut peut-être se comparer une petite affaire à Cale Makar, mais encore là, c'est des joueurs avec une différence incroyable de potentiel et de talent. C'est qu'on se compare tout le temps au meilleur choix possible, mais il y a des choix qui sont très acceptables, il y a des comparaisons qui sont très acceptables qu'on peut atteindre aussi. Tu achètes une nouvelle maison, là. Ah, moi, j'ai payé 300 000. Ah, moi, j'ai payé 310 000. OK, ben, t'as payé plus cher que moi. Ah, moi, j'ai telle affaire dans ma maison. Toi, t'as pas ça. Ah, OK, c'est correct. Moi, j'ai une chute à linge dans ma maison. Aïe, ta maison est si haute que ça. Ma voiture, c'est tous les gens qui parlent, si vous vous écoutez parler, on compare tout le temps ce qu'on fait. Les notes, le salaire, les résultats, le poids, ça arrive très, très, très fréquemment, ce qui fait qu'on est toujours en train de se comparer, puis de manière vicieuse, ça augmente la sensation d'anxiété, ça augmente la sensation d'être en retard puis de pas être comme les autres. Ouais. Tu sais, t'avais fait l'exercice avec Alex puis moi quand on était dans la présentation que t'as faite, comme on s'était levés toutes les deux debout, puis t'avais... je me rappelle plus trop comment t'avais formulé ça. J'avais dit, comparez-vous un à l'autre.
Ouais. Fait que c'était tout le temps comme ben lui il est plus fort que moi ou lui il a ça, Moi, moi j'ai pas ça. ouais, c'est. Puis ça, je le fais dans plusieurs présentations, puis même dans des compagnies, des entreprises, des PME, des sports-études. La plupart du temps, je dirais 9 fois sur 10, c'est ah, lui, il a ça, ou moi, j'ai pas ça. Il est plus grand, ou il est plus fort, il est plus Hmm. beau, il est plus drôle. C'est, on se compare toujours un peu à la négative quand on aurait intérêt des fois à se comparer à la positive, du genre, j'ai pas le même background que toi, moi, Alex. J'ai pas les mêmes valeurs que toi, peut-être. J'ai pas le même, j'ai pas été élevé de la même manière. J'ai pas, fait que je peux pas toujours me comparer comme qu'est-ce que toi t'as de mieux que moi, mais je peux te dire, hey, moi j'ai telle chose que t'as pas, je Mhm. peux penser différemment de telle façon, j'ai telle opportunité que t'as pas eu. On... Mais si vous vous écoutez parler, si on entend parler les gens, on se compare toujours à la négative. Puis même chez Costco, là, les gens, souvent en attente, là, ou quand tu vas au magasin, tu regardes les gens qui regardent les autres. Là. Puis les gens, ils regardent les autres de haut en bas, puis là, des fois, ils Ouais. font des yeux comme ils sont jaloux d'une certaine chose, ou ils aimeraient Mhm. savoir ça, mais tu vois pas ce que tu as à ce moment-là. Fait Ouais. que ça crée de l'anxiété, ça crée un Ouais. inconfort. Tu regardes les paniers des autres et comment lui il a acheté ça, il peut se permettre ça. C'est Ouais. Mais, c'est tu fou. sais, des voitures, là, tu vois quelqu'un qui Ouais. arrive, puis euh, arrive en belle voiture neuve de l'année, tu dis, ah ouais, il peut se permettre ça, puis Ouais. y a rien qui dit que cette personne-là est pas endettée au plus haut point, puis Ouais. fait que tu connais pas tout, mais il y a toujours de la comparaison à quelque part, puis c'est normal. T'sais, on va pas l'enlever du jour au lendemain, mais c'est juste qu'on peut se comparer de manière différente. T'sais. Le salaire, c'en est un. C'est un objet de comparaison tout le temps. Là. Ouais, c'est rendu, T'sais, c'est ton niveau social est comme déterminé par ton salaire, tu sais. Façon de t'sais, parler, mais tu sais. j'ai parlé avec quelqu'un dernièrement qui me disait que elle voulait avoir un salaire moins élevé pour aimer son travail, vraiment comme triper dans ce qu'elle fait avec un salaire moins élevé. Puis son père, il dit, ouais, mais si tu gagnes moins, les gens vont te regarder de telle manière, ça se peut que tu aies moins accès à certaines personnes, ou ça se peut que Hmm. tu trouves pas un chum, mettons, à ton goût, parce que, tu sais, maintenant, là, tu regardes ça, là, ah, je voudrais avoir un gars de telle grandeur, tel salaire, une fille de, il y a toujours des standards qui sont difficiles à atteindre, puis ça fait qu'on est quand même très anxieux. Instagram, c'est un très, très bon exemple. TikTok, c'est un très, très bon exemple. Dans le sport, c'est pareil aussi. Pourquoi lui a ça, puis moi, j'ai pas ça? La plupart des parents qui chialent dans le sport, là, mon jeune a joué 4 minutes de moins que lui, puis moi je pense qu'il est meilleur que lui, puis ça reste la comparaison, ça reste que c'est de l'anxiété, ça reste que c'est un inconfort, ça reste que ça vient titiller en dedans. Ça Hmm. crée des comportements après ça qui sont plus ou moins adéquats. Ouais. Puis toi, tu remarques vraiment que depuis que tu as commencé à pratiquer ou à être plus avec les jeunes, puis à être plus dans le développement des jeunes athlètes, remarques-tu qu'il y a vraiment de plus en plus d'anxiété de performance depuis que tu as commencé en sortant du bac? Oui, ben, quand moi j'ai commencé mon projet de maîtrise avec l'anxiété de performance chez les joueurs de golf universitaires, on lisait dans la littérature anxiété de performance, on parlait comme 16, 17, 18 ans, 19, 20 ans. Puis maintenant, j'ai des parents, moi, qui m'écrivent hey, j'aimerais ça un rendez-vous pour mon garçon, 11 ans, 10 ans, beaucoup stressé quand il fait des compétitions, il paralyse quand c'est des camps d'entraînement, quand ça devient serré, il a peur de perdre. Ça, c'est des symptômes d'anxiété de performance. C'est directement ça. Tu sais, de faire une tâche en ayant peur de ne pas réussir, être paralysé, être triste d'en faire ce que tu aimes, c'est des symptômes d'anxiété de performance. Quand tu es au travail, avoir des standards qui sont élevés, aller chercher, tu sais, je sais pas moi, si tu as des points, vraiment des points à aller chercher pour avoir un bonus, si c'est l'acquisition de clients, si c'est ton nombre de ventes, si c'est tel pourcentage de, je sais pas moi, de ratio de réussite d'échec, ou ça reste que tu veux aller vers la performance, puis des fois les gens ils ont peur de pas l'atteindre plus que l'envie de réussir. Donc ça, c'est des symptômes d'anxiété de performance, puis on le voit vraiment beaucoup. Je pense que dans tous les athlètes avec lesquels on travaille, je vais te dire un exemple, mettons, moi je dois voir 150 athlètes par semaine. Il y en a peut-être 125 qui ont peur d'échouer. C'est Quand comme même. quelque chose qui est récurrent quand on parle de stress, on parle de concentration, on parle de motivation. C'est toujours un terme qui va revenir d'une manière ou d'une autre. Hmm. Puis, quand même, c'est un gros pourcentage, hein. Puis, Ah, c'est pas puis des... j'ai pas calculé de manière, c'est comme
scientifique ni empirique, mais toutes nos discussions reviennent à ça. Tu sais, hier, on parlait de motivation avec des athlètes. La peur de perdre, des fois, ça affecte la motivation, mais la peur de perdre, c'est un peu de l'anxiété. Fait que ça rentre là-dedans. Que mon coach n'aime pas ce que je fasse, c'est un peu du stress puis de l'anxiété. J'ai de la misère à être concentré parce que je me dis, si j'ai pas un bon résultat là, ça affecte ma cotère dans 1 an. Ben, OK. Mes tests Casper, tous ceux qui font des examens pour aller en médecine en ce moment sont tous hyper anxieux parce que là, ils veulent être les meilleurs, puis la comparaison, ça se trouve partout. C'est évidemment que il y a le rôle des les réseaux sociaux, puis tout ce que Internet, puis tout ce que les jeunes consomment, ça va être attribuable à ça, une certaine partie. Dirais-tu que les parents qui vivent de plus en plus d'anxiété de performance ont un rôle à jouer là-dedans, dans le sens qu'ils vont transmettre l'anxiété de performance aux jeunes? Parce que, tu sais, souvent, tu es exposé à ça aussi, puis nous autres aussi, c'est comme, hey, mon jeune, il commence, il a 11 ans, 12 ans, puis il commence, faut qu'il fasse l'équipe de hockey des Lynx ou whatever, là, l'année prochaine, puis je veux l'inscrire au gym, puis je veux qu'il y ait un suivi de préparation physique. Nous autres, des fois, parce que des gars comme toi, je pense que ça peut être vraiment pertinent parce que tu vas jouer beaucoup avec l'aspect comme qu'ils comprennent un peu leur cerveau aussi, puis comment est-ce qu'ils fonctionnent. Nous, des fois, on est comme un peu réticents à dire, c'est-tu ton jeune qui t'a demandé ça, ou ben c'est toi qui demandes à ton jeune absolument qu'il faut qu'il aille faire les drills que t'as vu que McDavid faisait sur YouTube. Parce que moi, je veux avoir un talk avec ton jeune, savoir, lui, es-tu prêt à passer son été dans un dans un gym, à faire de la muscu, quand, à l'âge qu'il a, puis au stade de développement qu'il a, ou ce qui est rendu, il n'y a pas besoin tant que ça de faire de la muscu. Honnêtement, il faut juste qu'il aille jouer au soccer, puis le fameux multisport qu'on parle souvent. Il faut juste qu'il fasse d'autres choses que jouer au hockey, tu sais. Fait que, c'est quoi ton take là-dessus? La réponse, c'est oui, les parents ont un rôle à jouer là-dessus. Les entraîneurs ont un rôle à jouer là-dessus. Oui. Les organisations sportives ont un rôle à jouer là-dessus. Les intervenants sportifs et scolaires ont un rôle à jouer là-dessus. Je pense que globalement, on prépare nos athlètes à être anxieux. Dans la façon que notre système est fait, dans le sport, on prépare nos athlètes à être anxieux. Je te donne un exemple sur ce que tu viens de me dire. Moi, ça doit être en 2017. 2017, je suis à ma 2e année de maîtrise. J'ai quelques clients prep mental. Je suis dans un aréna au mois de août-septembre. Fait que camp d'entraînement. MAG. C'est du MAG que sur la glace. Fait que MAG, c'est quoi? C'est Chris MAG, là, on s'entend. 6-7 ans. 6-7 ans. 7-8, mettons. 7-8. Ouais. Peut-être 6 à 7. Puis là, je parle avec un parent d'un jeune plus vieux qui était juste avant lui, fait que mettons Pee-wee ou Bantam. Puis le jeune garçon, c'est vraiment, il est stressé quand il joue au hockey. Fait que, je trouve ça quand même pertinent à 9, 10, 11 ans d'identifier les facteurs de stress sans aller loin avec 14 rencontres, mais d'identifier qu'est-ce qui fait que tu te sens pas bien, puis la base qu'on devrait faire. Là, il y a un parent qui vient me voir puis il dit « Hey, c'est toi le gars du mental? » Fait que là, ça doit être moi, tu sais. Puis là, il dit, moi, mon garçon, j'aimerais ça avoir une 12aine de rencontres. Puis à ce moment-là, oui, j'ai une business maintenant, mais en même temps, je suis pas vraiment à l'aise à vendre ça comme, tu sais, ça reste que c'est un besoin ou c'est un service de santé. Fait que j'ai pas nécessairement envie de pitcher les 12, 14, 20, 16, c'est comme rencontres, des bundles de rencontres, mais j'écoute le monsieur, puis là, je dis, ça serait quoi la problématique, tu sais? Puis là, il dit, tu sais, l'année passée, sa saison, ça a été compliqué, il n'y a pas eu les chiffres qu'il voulait, puis, tu sais, j'ai l'impression qu'il s'éloigne, tu sais. Je pense qu'il n'y arrivera pas. Puis là, je dis, le parent à côté de moi, on se regarde en souriant, mais j'ai dit, il s'éloigne de quoi? Du show, tu sais. Il s'éloigne de son rêve de la Ligue nationale, tu sais, mon garçon, c'est son rêve, fait que, tu sais, il s'éloigne en ce moment parce que l'année passée, il n'y a pas une grosse saison. Puis je dis, c'est quel âge? C'est ça, là, il est 2e année MAG, puis c'est sa 2e année qu'il joue au hockey. J'ai dit au monsieur, je dis, vous êtes en train de me dire que dans la phase de développement sportif, là, dans la phase d'initiation au sport avec un S, donc la compréhension sportive, les amis, comprendre les règles, comprendre c'est quoi les besoins sportifs, dans un stade où tu dois essayer plein de choses pour découvrir ce que t'aimes. Votre garçon, son rêve, à 6-7 ans, c'est la Ligue nationale, puis il est en train de s'éloigner en ce moment.
J'ai dit, ben moi, je vais pas être cette personne-là, fait que je vais juste pas aller de l'avant. Puis le monsieur était vraiment fâché après moi, puis tu fais pas ta job, puis si je le perds, c'est de ta faute, puis si ça marche pas, c'est de ta faute. Tu sais, le pourcentage d'athlètes nord-américains qui vont être professionnels aux Olympiques, tu sais c'est quoi? Non. 0,0001%. C'est fou. L'entonnoir est petit à est petit à la fin, là. Ouais, c'est une petite, fait que c'est pas ton enfant de Chicoutimi-Nord 7 ans qui va se perdre en chemin. Tu sais, ça se peut que ton jeune, c'est un sacré danseur de ballet. Ou ça se peut qu'il c'est une machine au soccer, mais tu sais, tu ne sauras peut-être jamais parce que son rêve, qui est peut-être ton rêve à travers toi. Mais tu sais, ça, c'est un exemple qui n'a pas de bon sens, mais je veux dire, il y a beaucoup de parents que... Parce que le système sportif est comme ça au Québec, on a besoin des parents pour faire du sport. Ouais. Tu sais, s'il n'y a pas de parents l'été au soccer, il n'y a pas de soccer. S'il n'y a personne qui coach le U8, il n'y a peut-être pas d'équipe. Donc, ça fait que le sport, on met des parents en place pour encadrer, mais ces parents-là n'ont peut-être pas les qualifications nécessaires ni les capacités nécessaires pour faire la part des choses. Donc, des fois, quand les parents sont immiscés dans le sport, il peut y avoir certaines décisions qui sont prises qui sont non rationnelles. Puis, on veut recréer des choses qu'on voit à la télé par manque d'encadrement. Tu sais, si moi, tu m'en charges d'une équipe de soccer, ça se peut que la première ressource que je prenne, c'est ce que le Montréal FC fait. Sauf que le Montréal FC, c'est une équipe professionnelle. Tu sais, mais c'est peut-être la seule chose à laquelle j'ai accès. Donc, je vais me baser là-dessus. Si tu me demandes de m'entraîner puis que je prends comme exemple Ronnie Coleman parce que c'est le seul que je connais, ben ça se peut que j'essaie de reproduire ça avec un enfant de 8 ans parce que c'est la seule chose que je connais. C'est normal. Sauf que je pense que le fait que nos parents sont beaucoup dans le sport, puis je remercie les parents d'être dans le sport, il y a certains problèmes qui arrivent avec ça. Puis, il y a des parents aussi qui sont juste vivent leur rêve par procuration, qu'on appelle. Là. Eux n'ont pas été capables de faire ça ou ils n'ont pas été capables d'atteindre leur objectif dans le sport. Et comme leur enfant a peut-être l'opportunité, ben, eux vont pousser énormément. Donc, tu vas voir en ce moment là, des jeunes dans des tournois, là, je sais pas moi, M13 au hockey, puis là, le jeune garçon va gagner, puis le parent va dire « On a gagné, puis notre équipe, on est champion, puis il faut qu'on gagne la bannière. » Quand techniquement, tout ce que tu as à faire, c'est d'apporter ton enfant au hockey, de soutenir dans tout ce qu'il vit, puis après ça, partir chez vous, puis être de bonne humeur. C'est pas toi qui gagne la bannière, c'est pas toi qui es champion. Puis je sais que ce que je veux dire là, ça vient chercher certains parents. Il y en a qui vont dire ça n'a pas rapport, t'es pas encore là, tu vis pas ça, mais ça reste que c'est ça. Le devoir d'un parent dans le sport, c'est de soutenir, accompagner les jeunes. Pas se poser dans une voiture enguirlander ton fils parce qu'il n'a pas compté un but en troisième période. Puis que toi, tu juges des estrades qui n'ont pas donné un effort nécessaire. Puis de chialer qu'il n'a pas vu son joueur qui était libre pour gagner le but en prolongation. Je pense que les parents ont un rôle là-dedans en termes d'éducation, en termes de prise de conscience, en termes de relativiser. Le sport, là, techniquement, là, c'est un méchant beau moyen de transport pour apprendre les valeurs qui sont 100%. transférables dans la vie de tous les jours. Puis tu as besoin de vivre des défaites. Tu sais, dans le business, là, tu sais, tu as besoin de frapper des murs une fois de temps en temps. Mais si tu n'as jamais appris ça dans le sport quand tu étais jeune, ben, ça fait que des fois, tu n'es pas capable de gérer ce qui se passe en étant plus vieux. Être capable d'apprendre à perdre aussi, c'est important. Hein? C'est un peu la vie. Tu peux pas juste tout le temps gagner. Mais est-ce que tu as vu à la télé à Montréal la jeune fille qui a eu 0 dans un travail à l'école? Non. La jeune fille a fait un travail d'équipe, secondaire 4, je pense, dans le coin de Québec ou Montréal. Puis c'est 2 équipes de 2. Puis là, ils remettent un travail qui sont très semblables. Fait que le prof, il met 0 aux 2 équipes pour plagiat. Fait que là, les parents sont fâchés. Puis là, ils suggèrent aux jeunes filles de refaire un travail individuel. Puis la jeune fille dit oui, mais le parent dit non, ça n'a pas de bon sens que tu mettes 0 sur 10 à mon enfant. Fait qu'ils ont poursuivi la commission scolaire puis l'école. Donc là, ils ont entamé des démarches judiciaires en frais d'avocat, en temps, pour finalement se faire dire que ça n'a pas de bon sens. Puis c'est un travail qui valait 1,5% de l'année. Aïe, aïe. Tandis que, tu sais, dans le sport, si tu apprends que c'est dur puis que tu triches puis que il y en a dans le sport, tu as des cartons rouges, tu as des punitions. Dans tous les sports, il y a ça. Si tu es capable de comprendre ça à travers le sport, que certains comportements vont amener certaines répercussions, peut-être que des fois, dans la vie de tous les jours, on évite certains problèmes ou certains comportements.
Mais les parents, il y en a qui s'enflamment. Des entraîneurs aussi, qui leur objectif, c'est de monter en carrière. C'est plus important pour eux que de développer des jeunes ou d'avoir du plaisir. Des organisations sportives aussi qui reconnaissent que le multisport, c'est bien, mais s'il y en a, vont perdre leurs meilleurs joueurs, donc vont peut-être perdre une médaille ou une reconnaissance. Je pense qu'il faut faire beaucoup, beaucoup d'éducation dans le sport par rapport à ça. Ah oui. On parle des organisations sportives, tout le monde prône le multisport, mais il y a un signe de pièce souvent au bout de tout ça. Puis quand c'est le temps de faire les actions, ben tout le monde tire la couverte de son bord. T'sais. Je pense que dans les organisations sportives, parce qu'il y a beaucoup de parents qui écoutent ça en ce moment, puis c'est Hockey Québec est présent, puis tu sais, moi j'ai un peu de la misère avec ça quand tu mets les parents qui veulent juste qu'il y ait une équipe, puis oui, que son jeune joue, puis qu'il n'y a aucun il n'y a pas vraiment de ressources pour ces parents-là pour apprendre à coacher, pour apprendre juste des fondements. Son puis oui, c'est bon, on s'en fout, là. Ouais. Puis pendant ce temps-là, t'entends que Hockey Canada, ben, ils flambent des millions pour cacher des scandales. Ça a été médiatisé pas mal. J'avais vu une statistique, là, je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que c'est 1 sur 6, là. Je pense qu'il y a un intervenant sportif sur 6 qui ne devrait pas être en contact avec des enfants. En termes légaux. Il y en a partout, on en entend parler partout. Mm-hmm. Puis, ce que tu disais, c'est entièrement vrai. Un entraîneur doit avoir certaines ressources, un parent aussi. Puis ça, je vais faire du pouce là-dessus parce que ça me concerne un peu, mais les parents, à chaque année, dans les organisations sportives, on fait des rencontres obligatoires pour les parents, début d'année, en prep mental, pour leur dire ce à quoi on s'attend, qu'est-ce qu'on voudrait avoir, qu'est-ce qu'on s'attend de l'entraîneur, des athlètes, des parents. Puis quand il y a des rencontres obligatoires pour les parents, peut-être 15% des parents qui sont là, 20%. Quand on leur donne des ressources, ils ne les prennent pas nécessairement. Puis même les entraîneurs, c'est pareil. Des fois, moi, je cogne à la porte de certains programmes provinciaux ou régionaux, puis on leur dit hey, on aimerait peut-être travailler avec vos entraîneurs pour certaines choses. Pas besoin, nous autres, on est corrects. Ouais. Ça fait que le réseau du sport est comme il est en ce moment. Ça fait que tu as un parent en Gatineau qui donne des sels d'ammoniac à ses jeunes de 10 ans pour les wake-up avant une game. Ça donne ça. Ça donne des parents qui débarquent sur la glace pour enguirlander des officiels. Ça donne des arbitres dans le sport qui veulent arrêter de travailler parce qu'ils se font harceler / abuser physiquement et verbalement par des parents fâchés, par des entraîneurs. Fait que, moi, quand j'ai des programmes qui me disent « Ouais, on est correct », permets-moi d'en douter. Des fois, il y a beaucoup de volonté de parole, mais je pense que les actions ne suivent pas nécessairement les pensées. Mais oui, des ressources, il y en a plein. Puis là, je parle pour l'Estamarc, mais toi, tu as des ressources que tu pourrais offrir aux parents. Nous, on a des ressources qui existent. Sportaid existe. Il y a le PNCE qui existe. Le conseiller en développement des entraîneurs qui existe. Sauf que des fois, je pense qu'il y a un manque de volonté des organisations, certains entraîneurs, puis des fois, les parents qui se ferment les yeux sur certaines situations. Ce qui crée un climat qui est très anxiogène. Dans la pandémie, moi, j'ai des athlètes qui m'ont dit « Je suis content de ne pas faire de sport parce que je peux faire autre chose de ma vie que de faire juste du sport. » C'est fou. À l'adolescence, qu'est-ce que tu aimais le plus, toi? Être avec tes amis ou être all-in dans le sport matin, midi, soir? Ouais. C'était un mix des deux. J'aimais le sport, j'étais avec mes amis, mais mon temps avec mes amis, c'était super important aussi. C'était un équilibre. Maintenant, on veut tellement recréer l'excellence. Je vais te donner, on va prendre un joueur de hockey d'Alma, mettons, qui joue dans la structure, je vais prendre des espoirs, parce que c'est la structure intégrée au hockey. Mettons un jeune d'Alma qui joue, mais qui pratique à Arvida, qui est rendu, mettons, midget espoir, qui fait qu'il faut qu'il pratique à Arvida. Soit il faut qu'il soit en pension, fait qu'il faut pas qu'il soit chez eux. Donc, il doit quitter le nid familial à 15-16 ans. Déjà là, c'est anxiogène. Et où il faut qu'ils voyagent pour y aller. Parce qu'il y en a des athlètes qui font des 30-40 minutes pour aller à l'école. Ils vont à l'école. L'école commence à 8h-ish. Finit à midi. Tu as du sport-études 5 jours par semaine pendant 2h30, 3h. Là-dedans, tu as des devoirs. Tu as peut-être des compétitions les fins de semaine. Le jeune, à la fin de la semaine, il a peut-être eu 3 heures de libre, 4 heures, dans lesquelles il y a des parents, des fois, qui vont dire qu'il faut que tu fasses de l'extra. Il y a des entraîneurs qui demandent d'autres choses. Fait que le jeune n'a plus vraiment d'équilibre, est toujours dans son sport. Puis on le voit vraiment, là, mois avril-mai, dans les sports-études, là, c'est les mois les plus difficiles parce que les jeunes
ont atteint leur quota de sport-études. Depuis le mois de septembre, qu'ils roulent, puis ils roulent, puis ils roulent. Puis là, les compétitions arrivent. Puis là, il y a des victoires, il y a des défaites. Il y a ceux qui sont en secondaire 5, là, tu vois que la motivation diminue, arrive à la fin de leur parcours. Leur carrière prend fin, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de suite, des fois, collégiale. C'est l'accumulation de ce stress-là, l'anxiété, toute la charge qu'on leur met autour d'eux autres qui fait que c'est difficile de rester sain, de rester en santé, de rester performant à l'école puis concentré. Fait que c'est un gros amalgame de tout ça en même temps qu'on observe. Puis, on va faire du pouce là-dessus parce que ça va être un peu hors sujet, mais ça me fait penser, j'ai fait un sondage sur Instagram hier. Quick, là, ça m'a traversé l'esprit, puis je posais la question que est-ce que vous avez l'impression que l'univers de la mise en forme, qui est l'entraînement, la course, la saine alimentation, l'aspect de ne pas prendre d'alcool, la sobriété, puis le fitness, le wellness et tout ça, est de plus en plus trendy, populaire comparativement aux dernières années. Puis, écoute, c'est pas selon la firme Samson Belair qui supervise tout ça. Là. Je suis sûr, Samson Belair, eux autres qui font les concours. Je pense que c'est ça. Bref. Mais 99% des gens ont répondu oui. Puis j'ai écrit ça vite, j'ai dit oui, c'est une bonne chose. Il y a une personne qui a dit j'ai pas l'impression, puis j'ai reçu un commentaire d'une personne qui disait, puis j'étais comme Christy de bon point, puis c'est de quoi qu'on parle pas assez, qui disait justement que, je vais retrouver le message, je suis capable de le trouver vite, mais qui disait justement une bonne chose, je le sais pas, parce que c'est fou à quel point que les jeunes vont être élevés dans cette culture-là, puis ça peut amener des problématiques d'anxiété de performance comme on discute tantôt. Puis je pense que c'est une question que j'ai pas vraiment la réponse parce que je pose la question plus ouvertement parce que là, j'ai comme échangé avec cette personne-là, j'étais comme 100%, je suis d'accord avec ton point, mais tu sais, c'est quoi la culture? Au final, c'est-tu mieux à la projet X ou ce que les jeunes se varent puis c'est comme on prend de la drogue, de l'alcool, on a 16-17 ans, puis on couche partout, puis on fait une vie de débauche? Ou on a comme l'aspect wellness, santé, qui est quand même, ben ça apporte du bien à ta santé. C'est sûr que là, tu as tout le temps... Tu sais, je pense que... Moi, j'ai pas de réponse à ça. Je pense qu'à un moment donné, c'est l'encadrement puis l'aspect l'éducation là-dedans qu'on veut leur donner. Parce qu'autant que pousser dans l'extrême qui peut amener des comportements anorexiques et tout ça, ben c'est pas mieux, mais comme ça te tente pas plus que ton jeune de 20 ans soit cocaïnomane non plus, tu sais. Fait que... C'est vraiment une bonne question. C'est vraiment un bon point de vue aussi de cette personne-là. L'alcool, c'est toi qui en avais déjà parlé dans un post où l'alcool, c'est quand même on réalise pas à quel point on boit beaucoup au Québec. Oui, Puis le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est fiers de boire, tu vois, dans un spectacle. Dans notre culture, dans notre ADN. On boit au Saguenay, c'est comme et puis c'est comme c'est parfait. Ben c'est parfait. Moi, ça me sidère qu'en 2025, il y a encore des gens qui conduisent en état d'ébriété, first. Oui, c'est dans la culture, ça, puis il y en a qui en tirent une certaine fierté, puis c'est correct, je ne vais pas débattre de ça non plus. L'activité physique, on s'entend qu'il y a plus de bienfaits que de points négatifs, contrairement à drogue, alcool, puis le reste. Mm-hmm. Tu sais, l'alcool, s'il y a une modération, fine. La drogue, je ne me prononcerai pas là-dessus, mais personnellement, je pense que non. Les relations sexuelles, comme dans tout, il faut que tu te protèges, puis il faut que tu... C'est comme dans l'équilibre aussi, là, ça reste dans tout. Le sport, il y a plus de bienfaits, je pense, que certaines choses, mais il y a aussi des côtés vraiment pervers. Tu sais, je prends comme exemple Danovic Pitt sur Instagram, qu'on voit que lui, il y a quelques années, était dans le monde de l'organisation comme des activités. Puis cette semaine, il a fait un post en mettant des vidéos de lui comme en état d'ébriété, puis malade, puis sur le party. Puis aujourd'hui, il s'entraîne pour d'Ironman. Puis je suis content, moi, de voir que ces influenceurs-là font de l'activité physique parce que oui, on grandit là-dedans. Mais comme dans tout, tu as besoin d'encadrement. Tu sais, le IROX training qui est rendu hyper à la mode. Tu sais, t'en fais, toi, je pense, des entraînements IROX. Il y a des gens qui vont commencer à faire de l'activité physique particulièrement parce qu'ils ont vu que les IROX avaient l'air cool. Ça, c'est une bonne chose, mais en même temps, peux-tu devenir sédentaire à IROX du jour au lendemain? Pas vraiment. C'est comme le CrossFit. CrossFit, c'est quand même un bon principe d'entraînement, je pense, mais il y a des choses qui sont dangereuses dans les soulevés techniques. C'est pas tout le monde qui peut faire des cleans, puis des push-press, puis ce qu'ils font.
Mais oui, l'activité physique, c'est quand même... On voit qu'il y en a plus. Moi, je pense que ta réponse, j'aurais répondu oui. C'est vrai qu'on en voit plus. Mais comme dans tout, je pense que tu dois être encadré. Si tu fais de l'activité physique pour faire de l'activité physique puis t'aimes ça en termes de motivation, en termes de concentration, tu vois des bénéfices, que ça peut te permettre de manger mieux, prendre soin de ton corps, all in là-dedans. Mais si ça devient comme maladif puis que ton but, c'est d'être le meilleur puis que ta vie tourne juste autour de ça puis que tu compromets ta santé financière, sociale, ta santé, tout le reste, c'est pas nécessairement un plus. Mais d'être encadré avec des spécialistes et des professionnels, je pense que ça peut juste être une bonne chose. Oui. Puis là, si on amène plus la discussion vers l'anxiété de performance pour les adultes. On a parlé des enfants, mais c'est quoi les symptômes que, mettons, un adulte qui écoute, là, qui dit, ben moi, je sais pas si je fais de l'anxiété de performance. C'est quoi les premiers symptômes, ou pas les signes, en fait, qu'une personne fait de l'anxiété de performance? Tu sais, si on en donne 3, 4, là, comme une personne qui dit, j'en fais-tu, moi, puis on se pose une question pour fider ces gens-là. Tu sais, l'anxiété de performance, c'est des symptômes de stress, en fait, qu'on va voir. OK. Il y a des symptômes qui sont physiques. Comme, admettons, aller travailler puis avoir mal au ventre quand tu sais que tu as un rendez-vous avec ton boss. Trembler, mal de cœur, les papillons dans l'estomac, avoir chaud, avoir froid, avoir des tremblements, de toujours être en train de jouer avec quelque chose. Le langage corporel parle beaucoup d'habitude. Ça, c'est des signes et symptômes qu'on peut voir de stress et d'anxiété. Au terme de comportement, si toi, tu es toujours une personne joviale, tu es toujours une personne qui est de bonne humeur, puis tu arrives au travail depuis 2-3 semaines, puis tu es marabout, tu es bête avec tes patients ou avec tes clients, tu es bête avec tes collègues, tu as la mèche courte, tu dors mal, tu n'as pas d'énergie, tu te sens amorphe, ça en est. J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui flaguent en ce moment ces symptômes-là. Au niveau psychologique, perte de motivation, manque d'engagement, il peut y avoir de la difficulté à faire face à des problèmes simples, la difficulté à s'organiser, le sommeil va rentrer là-dedans encore une fois, difficulté à gérer ses émotions, un gros changement d'émotion rapide peut être là-dedans aussi. Donc, concrètement, l'anxiété, c'est pas une mauvaise chose. Comment je pourrais dire ça? Le stress, c'est pas une mauvaise chose. C'est un signe qu'il y a quelque chose autour de nous qui peut être potentiellement dangereux. Ce qui peut des fois te forcer à bien te préparer et à bien faire les choses, ou qui peut t'envahir, puis si c'est mal géré, devenir négatif. Et l'anxiété, c'est à peu près la même chose. L'anxiété, c'est l'anticipation négative d'une chose, mais l'anticipation positive d'une chose, on appelle ça de l'excitation. Mettons, demain, c'est ta fête. Puis je sais pas, moi, on fait pour ta fête, toi, tu tentais d'aller faire un escaparium, puis après ça, tu t'en vas voir, je sais pas, moi, Happy Gilmore 2 au cinéma. Parfait. Ben, tu vas penser à demain. Tu vas penser au futur. Ça se peut que ton cœur batte vite parce que tu te dises hey, ça va être le fun. Puis là, tu te fais des scénarios sur ce qui s'en vient. Puis là, Vala va être là. Puis là, Léo va être là. Puis là, il va y avoir Alex qui va faire des niaiseries. Puis là, je vais voir ma gang. Puis moi, j'avais envie de manger, je sais pas moi, un gros steak wagyu pour ça. Puis là, tu t'en hâte. Puis là, tu penses à demain. C'est excitant, c'est le fun. Mais à la place que demain, ça soit ta fête, tu te fais faire un traitement de canal. Ben là, tu es en train de penser à demain aussi. Mais là, tu vas penser à, OK, je vais savoir mal. Est-ce que ça va me coûter cher? Est-ce que je vais me faire juger? C'est les mêmes principes. Ton cœur va aller vite. Comme tes mains vont être moites. C'est les mêmes symptômes, mais la perception est différente. Fait que l'anxiété, c'est comme l'anticipation négative de ce qui s'en vient. Puis être excité, c'est de l'anticipation positive. Puis dans le travail, on le voit quand il y a des changements, quand il y a des modifications, quand on doit répondre à des standards, quand on a tous une personne en tête avec qui on a travaillé que ça ne fit pas. Tu sais, mettons, je te dis demain matin, tu travailles toute la journée avec Alexandre. On va le prendre parce qu'on le connaît. Puis que tu dis Alexandre, toi, il t'énerve. Ben, ça va te créer de l'anxiété jusqu'à demain. Mais Alexandre, il a peut-être vraiment hâte de travailler avec toi. Lui, il va être excité. Fait que pour la même situation, tu as deux personnes qui voient la situation différemment. Les parents, là, c'est Naître et grandir, le livre qu'on a quand on... Ouais. Ils ont fait une annonce il n'y a pas si longtemps, puis c'était quand même une annonce humoristique. Moi, mon fils, il fait telle affaire. Puis là, l'autre personne répond, oui, mais moi, mon fils, il fait ça de plus. Puis là, à la fin, c'est comme, mon fils, il fait la vaisselle, puis il connaît l'alphabet à l'envers, puis il parle plein de langues. Puis à la fin, ça dit, arrêtez de vous comparer, tu sais, vous êtes un bon parent, point.
Dans le monde parental, il y a de l'anxiété. Dans le monde du travail, il y a de l'anxiété. Dans le monde professionnel, il y a de l'anxiété. Il y en a partout, puis tout le monde vit un peu ces symptômes. Dans le monde, il y a beaucoup de monde aussi par rapport à l'entraînement, puis les objectifs reliés à l'entraînement. Tu sais, tantôt, toi puis moi, on a eu un talk sur les objectifs, puis tes objectifs perso pour la prochaine année, puis tout ça. Puis, mettons, nous, avec des clients, on parle beaucoup de monde qui viennent nous voir parce que ça fait quelques années qu'ils se sont laissés aller de côté. Puis, bon, ben évidemment, on parle de transformation physique beaucoup pour les parents à nous. Fait qu'évidemment, on adresse la perte de poids ou tu sais, les gens veulent se mettre plus en shape, tu sais. Puis, on essaie d'enlever les tabous reliés à tout ça. Puis souvent, il y a beaucoup de monde qui se mettent de la pression de performance avec la perte de gras. Comme, OK, je veux, en plus de ça, tes parents, en plus de ça, tu as un job que soit tu es dans ton compte ou tu travailles pour une entreprise ou une job qui prend beaucoup d'énergie. Après ça, ben, tu as toute la vie familiale, la vie sociale, puis en plus, tu ajoutes l'aspect perte de gras là-dedans qui est une autre variable que tu ajoutes qui crée de l'anxiété, tu sais. Puis en plus, dans le monde de l'entraînement et tout ça, nous autres, on est beaucoup sur des tracking, tu sais, tracker des stats, que ce soit le poids, le tour de taille, le pourcentage de gras, la sélection des charges. Il y a beaucoup de données à l'entraînement si tu veux bien performer, bien t'améliorer, bien performer. Même en faire avec la course à pied, les paces, le Strava, Strava, as-tu vu cette semaine? Le fléau qu'ils ont? Qui font payer. Il y a des gens qui payent les autres pour courir. Ben oui. Moi, je me porte volontaire pour aller courir pour si tu me payes 100 pièces de la course, je vais y aller. Tu sais, c'est de dire à quel point le regard des autres est important pour toi. C'est fou. Tu sais, dans le monde de la course à pied, l'autre fois, tu as marqué que tu as fait un 10 km. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est quoi son temps du kilomètre? Ben oui, puis on est c'est niaiseux. À la fin, tu as fait 10. That's it. C'est ça. Puis là, je regarde, lui, il a fait telle affaire, il est bien vite. Moi, j'étais à 7,30. Mais on est toujours en train de se comparer, toujours en train de... Puis, moi, je suis dans un réseau d'entrepreneurs qu'on discute une fois à chaque X semaines. Puis souvent, quand on commence à discuter au début, il y a au moins 4-5 personnes qui disent en ce moment, les ventes font que je me sens anxieux, puis c'est dur, puis là, j'ai de la misère à dormir. Puis là, j'en ai un autre qui dit là, j'ai une confrontation, un enjeu de discussion avec un de mes collègues, puis on s'est chicané, puis parce que ça allait pas à mon goût, mais quand tu creuses parce qu'il est anxieux, puis là, il s'en vient à l'affaire, ou la plupart des gens avec qui je parle en entreprise, la communication à l'intérieur de l'entreprise est déficiente en raison des fois de la gestion du stress qui est déficiente. Puis tout le monde travaille pour le même objectif dans une business. Tu sais, que Valérie, Alex, Constance et toi n'ayez pas les mêmes postes, vous travaillez tous pour la même raison. Faire travailler l'entreprise puis aider vos clients. Il n'y a pas personne qui travaille pour devenir le meilleur entraîneur au Canada ou avoir un prix ou une plaque à la fin de l'année. Tu pourrais, mais je pense pas que ce serait une bonne affaire, mais travailler pour ces raisons-là. Mais des fois, selon certains défis, selon certains objectifs, certains problèmes, tu dois t'ajuster, mais l'anxiété qui est là, si on le travaille pas, éventuellement, le cerveau, lui, s'arrange pour que tu arrêtes. Tu sais, on voit des dépressions, on voit des burn-out sportifs, on voit des burn-out de travail, on voit des climats de travail qui sont négatifs, on voit des sorties de maladie, on voit des blessures au travail, on voit des blessures dans le sport, puis il y a beaucoup de ces problématiques-là qui sont liées avec la gestion du stress, puis la gestion de la communication, puis dans les organisations, puis dans les entreprises. C'est toujours ça. T'sais, dans un monde idéal, moi, je me promènerais dans chaque entreprise du Saguenay, puis j'irais faire un tour, que ce soit dans une shop de métal, dans un salon de coiffure, ou même dans une organisation fédérale. Je suis convaincu qu'il y a tout le temps des employés qui sont anxieux, sous-performants, surperformants, qui sont pas bien, il y a un paquet de choses par rapport à ça. Puis l'anxiété est un signe encore plus présent. Puis, depuis 1 mois et demi, 2 mois, Donald Trump, avec ses tarifs et tout ça, ne fait que rajouter de l'anxiété sur tout. Hey là, ça va arriver, les business vont couper. Hey là, la bourse va crasher. Hey là, on fait juste ouvrir la télé, puis c'est juste des nouvelles anxiogènes matin, midi, soir. Plus tes défis personnels, plus tes défis de famille, plus tes défis de perte de poids et tout ça. Ça vient dur de se retrouver là-dedans si t'as pas des objectifs clairs, si t'as pas des gens qui peuvent te guider puis t'encadrer là-dedans. Puis,
Dirais-tu que par rapport à ça, on parlait beaucoup de dépression, d'antidépresseurs, je sais pas si c'est encore des stats à jour, mais il y a pas si longtemps, le Québec, c'était un des peuples en Amérique du Nord qui consommait le plus d'antidépresseurs. C'est un problème, ça. Puis, bon, plusieurs raisons pourquoi ça arrive au Québec, là. On n'explorera pas chaque branche de pourquoi les Québécois prennent beaucoup d'antidépresseurs. Mais dirais-tu que c'est un tabou, l'anxiété de performance, la santé mentale, parce que oui. on avait parlé un petit peu, c'est comme, bon, il y a eu récemment, bon, la journée Belle Cause pour la cause, on voit beaucoup ça passer, on promouvoit ça, puis la santé mentale des employés, c'est important pour nous. Mais quand c'est le temps de sortir une scène de leur poche, c'est tough en Christie. Puis moi, je l'ai vu aussi en étant... puis ça, moi, je vais le dire ouvertement. Je m'en fous, c'est mon podcast, là. Mais je trouve ça inconcevable qu'il y a beaucoup de remboursements de la part des compagnies d'assurance, de la part des programmes, que ce soit par les employeurs et tout ça. Puis en termes de prévention de la santé, que ce soit d'aller rencontrer des gens comme toi, des gens dans le domaine de la prévention, là. Pas, je vais aller voir un physio, je me suis pété le bras. Parce que là, c'est arrivé, tout bad, là, OK, là, ton bras est pété, tu peux pas travailler, vas-y, mon homme, parce que je veux que tu reviennes travailler ASAP. Fait que je vais payer pour un frais de physiothérapie ou de chiropratie. Je suis 100% pour ça, je pousse ces professions-là à 100%. Mais quand c'est le temps qu'un employé ou bien quelqu'un qui travaille au gouvernement du Canada, ou bien ci, ça, là, quand c'est le temps d'aller rencontrer des professionnels pour dire « Hey, moi, là, c'est un site, là, je suis comme un peu stressé, je me sens pas trop bien, j'aurais besoin d'aller faire du sport, ou bien de parler à quelqu'un, ou bien de juste avoir des outils. » Pas une Christie de scène qui sort. De façon générale. Ah, ben, tu sais, même la kinésiologie, on n'est pas... on n'a pas encore d'ordre, on a une fédération, first. Ouais, c'est ça. Dans les assurances, il faut que je me chicane avec les gens chaque fois pour qu'ils disent « Hey, là, tu peux-tu passer comme thérapeute du sport ou comme... » Ben, on peut l'essayer, mais écoute... Il n'y a pas si longtemps, là, ils ont coupé des kinésiologues au Québec. Ouais, dans les SUS. Dans les SUS, mais je veux dire... Ça. Ils ont coupé des postes. Au Canada, puis là, ça, c'est des chiffres de 2012-2013 quand on était en saines habitudes de vie ensemble. Je pense que c'est 2,5 milliards par année que ça coûte au système de santé québécois pour les problématiques de cardiovasculaires, pathologie pulmonaire, puis santé métabolique, qui sont tous majoritairement traitables, qu'on peut prévenir avec l'activité physique. Puis, tu sais, moi-même, j'étais dans une situation, j'ai travaillé dans une grosse organisation où, en plein changement pendant la pandémie, je retrouvais plus mes repères, puis dans des situations personnelles, puis dans des situations familiales, puis dans des situations de changement d'environnement, puis au travail, c'était compliqué. À un moment donné, je suis allé voir mon médecin, puis j'ai dit « Ça va, mais je sens que ça ira pas. » Fait que j'aimerais juste ça comme partir de ce milieu-là, puis faire des choses que comme j'apprécie. À ce moment-là, j'étais dans un 1,5 sous-sol gris à la baie. Fait que rien pour te donner envie de sourire. Puis au travail, c'était compliqué. Puis je jouais au tennis, puis le tennis était ouvert comme sport parce qu'on était très loin, fait qu'on pouvait jouer au tennis. Fait que le boss me dit, ben, parfait, va chez vous, prends soin de ta santé mentale, fais des choses que t'aimes. Parfait. Je regarde, je joue au tennis, j'aime ça. Je bouge, puis j'aime ça. Fait que je m'en vais jouer au tennis. Et ça me coûtait plus cher de l'heure jouer au tennis que le salaire que je recevais. Fait que je n'étais pas gagnant, je n'étais pas en train de me remplir les poches avec l'argent de la compagnie. Et on m'appelle à un moment donné pour me dire « Ouais, dans le fond, on a su que il y a quelqu'un qui t'a vu jouer au tennis pendant ton congé maladie, tu sais, fait que on te demanderait d'aller chez toi puis seulement de rester chez toi. » Fait que j'ai dit, dans le fond, la solution au problème que je suis seul isolé chez moi, c'est de rester seul isolé chez moi pour guérir cette situation-là, dans le fond. C'est ça que vous me dites? Fait que là, l'employeur, il dit, ben, tu sais, là, en ce moment, tu joues au tennis. Ouais, mais vous m'avez dit de faire des choses que j'aime. Je comprends que si je suis au Mexique en train d'utiliser l'argent de l'entreprise sur votre dos ou que je fais d'autres choses, fine. Mais la santé mentale, c'est pas juste t'asseoir chez vous, méditer pendant 24 heures puis revenir. La santé mentale, ça peut être sortir un soir avec tes amis au restaurant puis d'aller prendre un verre ou d'aller juste voir un spectacle d'humour. Ça peut être d'aller voir un spectacle, ça peut être d'aller tricoter, ça peut être d'aller faire un escaparium, ça peut être d'être avec des gens. Ça se peut que ta santé mentale pour toi, c'est de lire des livres.
Sauf que ça se quantifie pas, ça se voit pas. Puis pour les entreprises, c'est tellement effrayant, ça. Hey, non, 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 tu sais, prends soin de ta santé mentale. De un, si tu sors en maladie, les gens vont dire ouais, Marc, il est sorti en maladie, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, tout doucement, tu vas entendre il file pas. C'est peut-être une dépression. Peut-être ça, mais c'est peut-être juste de la fatigue accumulée, c'est peut-être juste qu'il y a un paquet de trucs dans sa vie que tu connais pas. Fait que ça, c'est super tabou. Tu sais, je suis même pas capable de dire c'est quoi la date, la journée Belle cause pour la cause, tellement c'est peu marquant pour moi. Parce que je trouve que c'est un peu. Puis là, je vais m'en permettre parce que c'est un podcast, mais je trouve ça égoïste comme journée. Tu sais, c'est comme nous, Belle, on fait ça cette journée-là, mais le reste de l'année, on n'en parle pas tant que ça. Quand je parle à des entreprises pour des conférences sur la gestion du stress, puis de l'anxiété, puis la méditation au travail, puis l'optimisation de la performance, faut pas que ça coûte trop cher. Mais as-tu calculé le coût que ça a d'en perdre un employé parce qu'il n'est pas heureux puis parce qu'il n'est pas bien au travail? C'est pas mal plus cher que ce que je te charge de l'heure. Ça a plus de répercussions à long terme parce que ça se peut que tu le perdes pour toujours, cet employé-là. Ça se peut que... Fait que oui, les gens, ils sont réticents à payer. Puis là, je fais pas un pitch de vente parce que je veux aller partout, mais il y a des entreprises qui décident de le faire. Puis il y a des bénéfices. Puis si les gens gardent un ou deux trucs là-dedans, puis c'est toi qui faisais une conférence avec l'année passée quand tu allais à l'école des entrepreneurs qui disait marcher peut-être 10 minutes dans ta journée. Sors de ton bureau, va marcher 10 minutes. Le bénéfice que ça peut te donner par rapport au fait de rester dans ton local à texter pour ta santé globale, c'est quand même intéressant / bon pour ta santé mentale. Je pense qu'on se met la tête beaucoup dans le sable puis on dit que c'est important, on fait pas les actions pour démontrer que c'est important, puis des fois c'est compliqué en termes d'assurance puis d'employeur surtout. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est fou raide, pareil, là, tu parlais qu'ils coupent des postes dans des CIUS pour des kinésiologues, puis pas plus tôt à l'automne, ils disent que c'est important, on va mettre en place des plans pour promouvoir l'activité physique chez les Québécois parce que le taux de sédentarité fait juste augmenter, les problèmes reliés à la sédentarité ne cessent d'augmenter, puis pendant ce temps-là, tu as des échecs de clic-sac de je sais pas trop quoi, puis des compagnies de la Suède qui font Suède, ben Norvège, je sais pas trop, là. Des milliards. Fait que, bref, c'est notre parti plus politique, là. Maintenant, on changera pas le Québec, là, mais... Tu sais, je regarde les jeunes, là, qui... Tu sais, il y a certains cours à l'école que ça serait bénéfique quand même de sortir dehors puis de juste de faire bouger les jeunes une petite affaire. Il n'y a pas à la Malbaie qu'il y avait un programme qui ont coupé le sport, ils ont coupé le sport pour permettre aux jeunes d'aller à l'école parce que c'était impossible selon la manière que c'était fait que là, je parle peut-être à travers mon chapeau, là, je connais pas l'histoire complète, mais qu'ils voulaient empêcher les jeunes de faire du sport pour permettre aux résultats scolaires d'être meilleurs, mais tu sais, une des recettes pour me permettre aux meilleurs résultats scolaires, c'est l'activité physique. Ben oui. Tu sais, pendant la pandémie, là, les gens marchaient comme jamais. Tu voyais des gens marcher, tu voyais des paddleboards, tu ne pouvais pas trouver ça nulle part. Des kayaks, tu ne pouvais pas trouver ça nulle part. Les gens étaient actifs, les gens faisaient de l'activité physique. Les cartes de la CEPAC, c'était quasiment comme le Festival d'été de Québec. Fallait que tu fasses. Moi, je me rappelle, j'ai été en ligne pendant 3 heures pour avoir une carte de la CEPAC. Ouais, c'est con. Depuis ce temps-là, je n'ai plus jamais racheté de carte de CEPAC. Mais, non. Ouais. Mais tu sais, l'activité physique, ça mobilise les gens, ça fait que c'est agréable. On parlait tantôt de cours de groupe, tu sais, dans ton centre, de savoir que moi, tous les jeudis matins, 7h, je m'en vais m'entraîner avec toi, puis je rencontre Joanne, Paul, Pierre, puis André, puis je sais que c'est mes buddies d'entraînement, puis je les vois plus la semaine. Ben, c'est assez pour venir me chercher, puis faire en sorte que je suis de bonne humeur, puis je commence ma journée en étant heureux, puis que les problèmes, finalement, c'est pas si pire que ça quand j'ai la tête les idées qui sont claires, puis le corps qui a fonctionné, que je suis plus adéquat, plus fonctionnel. Mais effectivement, puis l'anxiété de performance, ça rentre dans des habiletés de base à développer qu'on fait pas dans le sport. T'sais, on veut toujours développer l'aspect physique, on veut toujours développer l'aspect technique, tactique, puis l'aspect mental n'est pas besoin parce que souvent c'est stigmatisé parce qu'on pense qu'on a des problèmes. Mais ça reste que c'est une partie intégrante de la performance, ça reste dans la tête. Tout ce que vous faites passe par la tête. Si tu n'as jamais passé une seconde à réfléchir à ça, ça se fait qu'à un moment donné, ça marche pas. Puis là, tu te ramasses que tu es pris, puis il faut guérir plutôt que prévenir. Puis c'est des détails, des fois, c'est des petits choix, c'est des faut pas dire sacrifice, mais c'est des choix qu'on doit faire, puis des changements de façon de penser qui vont nous permettre éventuellement d'être simples et efficaces. C'est ce qu'on voit, ouais. Ouais, puis tu dirais que c'est combien de temps, tu avais parlé de ça justement, c'est combien de minutes
pour avoir un effet côté, je pense que c'était 5 minutes par jour, pour avoir, c'était quoi tu disais, l'effet juste d'entraîner ton cerveau ou Ben, diminuer? tu peux entraîner ton cerveau vraiment pas longtemps. Tu peux visualiser 5 minutes par jour pour avoir des effets quand même très C'est importants ça. sur ta participation sportive ou ton efficacité. Tu sais, Marc-André qui est avec moi dans le Stamark, lui a fait sa maîtrise sur la méditation pleine conscience, qui est prendre le temps d'être là maintenant. Pendant que je te parle là, pendant que je te parle, j'ai réfléchi à d'autres choses qui n'est pas maintenant, qui n'est pas important. Puis tous les employés, tous les employeurs, tous les gens font ça. Là. Des fois, tu conduis puis tu te rends compte que tu conduis. Je sais pas si ça t'arrive, là, mais tu fais comme « Ah, je conduis. » Puis quand on parle à des gens de faire de l'entraînement mental comme de la visualisation, de la respiration, de la méditation pleine conscience, « Ah, c'est pas pour moi, ça. Ah, ça m'intéresse pas. Je sais comment faire. Je sais que tu sais comment faire, mais tu le fais pas bien. » Tu sais, la respiration, tu respires mal. La visualisation, tu visualises pas de manière optimale. Pleine conscience, t'en as besoin pour être efficace dans le moment présent. Fait que ça, c'est hyper important, puis t'as pas besoin d'en faire pendant 1 heure de prep mentale. T'as pas besoin de faire 1 heure d'exercice de respiration. 64 secondes, t'es correct. Si tu le fais bien. Tu le répètes une fois de temps en temps. Il y a beaucoup en anglais, c'est misconception, des mauvaises conceptions, puis c'est aussi ce qui est dans la tête, c'est tabou. Là. Ça, je l'observe, ça, c'est sûr et certain. Mais oui, l'anxiété de performance, c'est le mal du siècle, puis on va le voir de plus en plus. Parce que tout ce qu'on veut, c'est rapide. Tout ce qu'on veut, c'est d'être meilleur. Puis là, l'accès à l'information, puis être meilleur que l'autre, les réseaux sociaux, TikTok. Là, on est bombardé de ça tout le temps. Tout le temps. Ça changera pas, là, parce que ces plateformes-là sont pas prêtes de mourir, tu sais, dans le sens qu'il va y avoir l'intelligence artificielle va être de plus en plus omniprésente, nos téléphones sont de plus en plus performants, fait que, tu sais, je pense que nous, en tant qu'être humain, on a comme pas le choix de trouver des outils puis se reconnecter aussi avec ce qui est la réalité puis ce qui est le moment présent, tu sais. Moi, j'ai commencé à mettre ça en place, juste de lâcher mon téléphone pendant une journée complète la fin de semaine. Ouais. 24 heures, là, je réponds pas à mon cell. Puis, des fois, j'ai des bugs, il y a des clients qui écrivent, ou ben, je suis comme Messenger, non vu. J'ai comme, le lendemain, c'est comme non vu. Les autres, ils voient ça, puis j'adresse la situation le lundi matin, tu sais. Puis bien souvent, ce qui arrive, c'est comme, je dis, ah là, je répondrai pas à mes messages aujourd'hui, j'aurai pas mon téléphone, puis là, tu t'imagines des scénarios, tu te dis, tabarouette, quand je vais reprendre mon cell à soir, là, je vais avoir 3-4 textos, puis finalement, tu te rends compte que soit t'en as pas un qui t'a écrit, puis là, finalement, tu te dis, je suis pas si intéressant que ça, finalement. Ou, il y a des gens qui t'ont écrit qui avaient des problèmes, des situations, des enjeux, puis ça a été réglé le lendemain. Ça avait même pas besoin de passer par toi. Ouais. Fait que je pense que c'est ça. C'est d'apprendre à vivre le moment présent. Puis moi, ce que j'aime des fois, dans mes consultations avec les clients, je fais comme juste ramener, genre, à... Tu sais, on est rendu combien de milliards sur la planète, là? 8. On est à 8. 8, 9, tu sais. Tu sais, tu zoomes out, là. Prends un satellite qui s'en va très, très, très haut, pas loin de la Lune, là. Puis on est comme 8 milliards de singes. Parce qu'on est descendant des singes, je pense. Pas si ça a changé. Il y a 8 milliards de singes là, qui vivent sur une planète qui tourne alentour d'astres. Tu sais, quand tu zoomes out, là, t'es comme, hey, à quel point que si je fais pas 50 000 de plus l'année passée, cette année, comme, à quel point que dans la planète, tu sais, c'est... Bon, on se crée quand même beaucoup de problèmes, là. Oui, on se crée beaucoup de problèmes. Je suis bien d'accord, mais... C'est pas, si tu fais 4 000 $ par année, t'es dans le 1% des gens les mieux nantis dans le monde, genre, ou, tu sais, il y a comme une stat folle que si tu fais X montant d'argent, puis on est tellement... On surconsomme, puis on est tellement... Nos problèmes sont... C'est vrai qu'on se crée des problèmes ou des scénarios sans bon sens, là. Ça arrive. Ça, c'est sûr et certain. Il y a des réels problèmes, on s'entend. Là. C'est vrai que clairement. Quand tu regardes un peu l'environnement, on n'a pas parlé d'environnement par-dessus tout ça, là, puis les guerres, tu sais. Les guerres, la situation actuelle, c'est sûr que ça... J'ai vu, moi... économique, mais Christy... Ouais, j'ai vu cette semaine une athlète qui a raté une attaque au volleyball. Elle a raté une attaque dans une pratique.
Ah, puis là, je suis poche, puis là, je pleurer, puis là, je serai jamais capable, puis ma vie, c'est de la chenoute. Puis j'étais comme, hey yo, ta vie, c'est de la chenoute. Je te rappelle que tu es au sport-études, dans un programme d'excellence, avec des gens qui ont des moyens pour toi, les meilleurs entraîneurs disponibles, de manger 3 repas aujourd'hui. Il n'y en a pas de sport-études en Ukraine en ce moment. Vraiment tranquille. En Israël, il n'y a pas grand-chose qui se passe. On a beaucoup de problèmes. Je comprends là, que dans la société dans laquelle on est, on oublie ce qui est autour de nous. Là, ça fait partie que tout va vite. Là. Mais si tu rationalises, c'est vraiment pas si grave que ça. Puis, je demande souvent à des athlètes, moi, c'est quoi le pire scénario dans ta compétition? C'est quoi le pire scénario qui va arriver? Ben, je vais perdre, je vais être triste. Combien de temps? Ben, peut-être une journée. C'est pas si pire que ça comme scénario. Là. Moi, je peux vivre avec ça que tu sois triste. Là. Mais tu sais, des fois, on se fait des scénarios sans bon sens, des scénarios catastrophes, puis il n'y a rien qui arrive en bout de ligne. Puis, si on pourrait donner un conseil, ben, en tout cas, le conseil, tu pourrais en rajouter, Marc, par-dessus tout ça, mais je pense que le conseil que les gens peuvent, que je donne souvent, c'est de se mettre pas des standards, mais d'être un peu plus discipliné ou plus se respecter là-dedans, comme c'est important d'aller prendre du temps pour soi de faire du sport. C'est important de dire non aussi, comme hey, veux-tu faire de l'over pour aller rechercher un autre contrat? Non. De respecter, d'apprendre à dire non, de se respecter là-dedans, puis de dire non aussi des fois à, tu sais, tu regardes ta charge, ton calendrier, puis t'es comme, hey, on se fait proposer ci, on se fait proposer ça, puis souvent les gens disent qu'on dirait que j'ai pas eu une fin de semaine de lousse depuis le début de l'année, puis on dit oui à tout le monde, c'est juste de laisser de se mettre des limites, puis de les respecter, puis des fois, ça peut peut-être des gens peuvent mal l'interpréter ou quoi que ce soit, mais ça revient un peu avec ce que tu disais plus tôt. Tout est dans la communication. Tu sais, la communication peut être la racine de bien des problèmes, mais autant qu'elle peut régler ces mêmes problèmes-là là, quand on prend le temps de communiquer puis dire voici ce que je vis. Je veux t'expliquer pourquoi je suis pas venu te voir en fin de semaine puis je n'étais pas là. Parce que la personne peut juste comprendre. Tu sais, fait que... Le nombre de fois que tu as des soupers avec des amis puis tu te dis pas longtemps avant, hey, ça me tente plus. Ouais. C'est totalement legit de dire, hey, j'ai eu une grosse semaine, là. J'aimerais ça prendre ça de temps en famille. Ouais. Mais là, on pense que l'autre personne va penser que t'es ci ou ça. Puis non, des fois, ça arrive que l'autre personne pense pareil comme toi. Ou tu te fais des scénarios. Moi, au début, le slogan de l'Estamarque, là, c'était « Sois différent, laisse ta marque » en voulant dire « Travaille cet aspect-là, puis sois différent des autres. » Peut-être différent, c'est vraiment anxiogène en général. Là, tu veux pas être la personne qui est différente des autres. Mais il y a des gens qui fonctionnent de manière différente puis ils sont super bien parce que justement, on est tout le monde dans cette même course-là à argent, temps, victoire, performance. Puis il y a des gens qui sont comme hey, moi, je fais ce que j'aime, puis je donne mon meilleur, puis le reste, c'est pas grave après. Moi, j'ai envie de dire aux gens, soyez différents, puis tu sais, c'est pas normal qu'un athlète comme Djokovic, qui est extrêmement fort mentalement, puis qui médite pendant ses entraînements, fasse rire de lui parce qu'il fait ça. Il y a la solution à plusieurs problèmes de plusieurs de ces gens-là qui rient de lui. Tu regardes quelqu'un qui fait du yoga ou de la méditation de pleine conscience, hey, là, lui, il médite, puis ouais, mais méditer, c'est comme une des meilleures choses que tu pourrais faire pour te calmer puis être efficace. Tu amènes tes ressources aux bons endroits, au bon moment, puis t'es bien. Il y a beaucoup de peuples qui font ça de la méditation, puis ils se sentent super bien, puis ils sont performants. Je pense qu'il faudrait arrêter de se comparer aux autres. Il faudrait regarder c'est quoi ces gains. On en parlait pour moi tantôt. Il y a 1 an, je pense que j'avais fait un check-in ou un weigh-in, puis je suis plus léger qu'il y a 1 an. Bien content. C'était pas mon focus absolu, mais je suis meilleur que l'an passé par rapport à ça. Est-ce que je peux être meilleur dans 2 semaines? Certainement. Mais je me fous un peu de toi, entre guillemets, dans le sens que on n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes intérêts, on n'a pas les mêmes objectifs. Pourquoi je me comparerais à toi? Aussi bien me comparer à ce que moi je peux faire, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux contrôler. Ça va aider à diminuer un peu l'anxiété. Faire de l'éducation par rapport à ça. Tu sais, je vais donner un exemple. Moi, j'ai fait des formations en ligne pour les parents dans le sport. Tout le monde me dit hey, j'aimerais vraiment ça suivre ces formations-là. J'en crée. Je n'ai pas vendu une en 2 ans. Ouais. Formation sur la routine pré-performance. Mon athlète est stressé. On aurait dû avoir quelque chose, peut-être pas une consultation, mais on fait une formation. Pas une de vendue en 2 ans. Fait que là, puis les gens ils ont accès, là, ils savent c'est quoi. Puis quand c'est le temps de faire le petit move ou comme passer à l'action, il y a ce stress-là, il y a cette anxiété-là. Le pire qui va arriver, c'est que vous allez rester comme vous êtes. Si vous n'êtes pas bien, mais vous allez rester pareil.
le meilleur des scénarios, vous allez changer des petites choses, puis ça va vous permettre d'être une coche au-dessus, vous sentir bien, être de bonne humeur. Moi, je recommanderais un livre que j'ai lu, je lis ces temps-ci, qui s'appelle The Energy Boss. Ah ouais, ça me dit de quoi, ça? C'est vraiment bon. C'est bon? Ça dépend exactement dans lequel monde on vit en ce moment. Ah ouais? Ouais, The Energy Boss. Moi, je le lis sur Audible parce que je l'écoute en voiture, mais c'est super court, c'est 2h30. Je l'écoute en marchant. C'est quand même très, très, très concret, puis très facile, puis c'est des choses que tu peux mettre en application là. J'ai pas l'auteur, je cherchais d'ouvrir Audible en ce moment, mais l'application ouvre pas, mais The Energy Boss, moi j'ai trouvé ça vraiment bon, puis je pense que si les gens pouvaient le lire ou l'écouter, ça pourrait donner un petit boost à certaines personnes. C'est ça, ouais. Le livre il est tout jaune. Là. Ouais, 10 règles pour fuel your life, work and team with positive energy, ouais. Non, je vais l'ajouter. Honnêtement, il y a des places, c'est niaiseux. Ah ouais. Mais c'est juste que ça fait vraiment du sens. Puis avec les exemples qu'il donne pendant toute l'histoire, tu te dis, ben, c'est exactement ça, en fait. Ok, ben, ta quête dans les recommandations de livres, t'as-tu déjà lu Penser comme un moine de Non, il faudrait que je l'ai déjà lu à plusieurs reprises. Ouais, Jay Shetty. Ouais. S-H-E-T-T-Y. Penser comme un moine, il l'a en français. Là. Energy Boss, je sais pas, là, probablement. C'est rendu tout traduit maintenant, mais c'est un livre qui peut quand même mettre... qui peut faire un... Je l'ai pas lu, mais c'est par rapport à... Tu sais, juste méditer, puis prendre le temps de respirer, puis d'apprécier... d'apprécier ce qu'on... C'est comme hier, mettons, cette histoire-là. Mes Christy d'épaule au hockey, comme hier, je me suis fait un peu mal au hockey, OK? À l'épaule. Mais j'avais pas mal avant. Puis hier, quand j'étais dans l'après-midi, j'étais comme, je prenais pour acquis mes épaules, puis... Mais là, aujourd'hui, j'ai mal, puis je suis comme... C'est qu'on apprécie quand ça va bien. Et on prend pas le temps d'apprécier quand ça va bien. Tu sais, ça, pour faire un parallèle à ça, c'est avec la santé. C'est qu'on s'en rend pas compte, mais la santé, autant physique, mentale, notre bien-être, c'est le plus beau cadeau. C'est le plus beau trésor, en fait, qui peut exister sur Terre. Puis c'est quand on le perd qu'on se rend compte à quel point c'est précieux. Quand on a des maladies, quand on va pas bien, autant dans notre tête que dans notre corps, qu'on se rend compte à quel point c'est précieux, tu sais. Fait que, des fois, on n'a pas besoin de se rendre là non plus pour prendre les mesures nécessaires pour revenir à notre état de bien-être général. Un mal de gorge, là, ça te fait réaliser que c'est important une gorge. Puis, comme moi, ce moment, là, on dirait que j'ai fumé 2 paquets de top dans les 2 dernières semaines. Streptocoque de ces temps-ci, puis tout ça, mais c'est quand tu perds une chose que tu te rends compte que on l'avait dans notre face tout le long, puis on aurait dû en profiter. Exact. Fait que pour finir là-dessus, Marc, ben les gens peuvent te suivre. Laisse ta marque sur Instagram, après ça. Lestamarque.com, nos services sont là aussi. Tu sais, nous, les projets qui s'en viennent prochainement, on veut mettre sur pied des cohortes d'apprentissage de méditation sur 4 semaines pour les entrepreneurs, justement, apprendre à rester au présent, puis que ce soit pour des employeurs ou des employés. On aimerait ça mettre ça de l'avant parce qu'on considère que c'est une des très bonnes solutions qui existent, en fait, qui n'existent pas encore au Saguenay, mais qui pourraient être pertinentes. On a beaucoup de services en consultation individuelle, autant pour les employés, employeurs, athlètes, entraîneurs, parents. On a des services de formation en ligne qui s'en viennent éventuellement. On a des conférences dans des organisations, que ce soit des garderies, des entreprises, des entrepôts, des PME. On est disponible aussi dans le but de développer des habiletés mentales qui sont bénéfiques à tout le monde qui travaille, en général, même les parents. Puis, évidemment, pour tous les membres de ta communauté, toujours disponible pour répondre à leurs questions, ça va me faire plaisir. Comme on a fait la dernière fois, c'est super cool, l'atelier ensemble. Donc, ça a été super apprécié, le monde a vraiment trippé. N'hésitez jamais, il y a plusieurs solutions, puis moi, ça me fait toujours un peu suer quand des entreprises d'ailleurs m'appellent puis que celles de ma région m'appellent pas, que je me ramasse à Val-d'Or pour des entreprises qui m'ont vu, mais que ceux qui sont à 2 coins de rue de chez nous, c'est ça. Ça arrive souvent, là, mais on a plusieurs ressources, puis que ce soit pas l'Estamarque, que ce soit d'autres gens, même toi, ça peut être toi, il y a d'autres préparateurs mentaux dans la région. Faites attention à vous autres, extrêmement important. Puis ça se travaille, ça, l'anxiété de performance. Ça se travaille, la gestion des émotions, ça se travaille, la concentration. Tu sais, si je parle de plus le volet avec les entreprises, les employés, même les organisations sportives comme nous,
On a fait venir Marc là, peut-être un mois, comme je disais, puis il y avait peut-être une 30-35 membres à peu près. Ouais. Puis les gens nous ont reparlé de ça pendant peut-être une semaine ou deux. À quel point ils ont apprécié ça, puis ça leur a fait réaliser des choses. Fait qu'imagine si, en ce moment, tu écoutes ça, puis tu as une entreprise de 150-200 employés, à quel point que ça peut être puissant de prendre un petit budget, là, puis d'investir dans des conférenciers comme toi, Marc. Là, je te le dis souvent, là, mais ça vaut la peine de te voir présenter. Je pense que Apprécie t'es très grandement, cher, merci. t'es très solide, puis j'encourage tout le monde à aller te voir en conférence. Fait que... Très apprécié. Ça va nous faire plaisir en tout temps. Bon, ben merci d'avoir écouté l'épisode numéro 200 du podcast. Content d'avoir fait ça avec toi, Marc. Puis nous autres, ben, on se dit à l'épisode 201 la semaine prochaine. Puis on n'oublie pas, on laisse un 5 étoiles Spotify, Apple, on s'abonne à la chaîne YouTube. Puis il y a Marc aussi que tu as ton podcast que tu recolles plus des épisodes, mais tu en as des super bons qui restent là dans les plateformes. Fait que les gens peuvent aller écouter ça. Super.